Je pense que la sécularisation va progresser, Mhm, mais les religions auront un renouveau. mhm. On est en train de le vivre déjà. On voit un intérêt aussi par beaucoup de jeunes adultes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Monseigneur Ulrich, qui est cardinal depuis 2019. C'est la première fois qu'un luxembourgeois accède à ce titre, et archevêque du Luxembourg depuis 2011. Soyez le bienvenu. Merci. Je sais que vous avez un agenda très chargé, surtout les dernières semaines. Merci d'avoir pris le temps. Au Luxembourg, donc, les statistiques officielles de la Statec indiquaient en 2023 que la population compte 85% de catholiques, et si on prend les chrétiens dans leur ensemble, 92%. Il faut savoir qu'il y a un contexte politique aussi, puisque si on prend le CSV et son ancêtre, le parti de la droite, eh bien, depuis 1918 jusqu'à aujourd'hui, il a été au pouvoir 90 ans sur 107. Hein, il y avait une petite interruption de 2 ans dans les années 20, une interruption de 5 ans dans les années 70, et puis la fameuse Gambia de 2013 à 2023. Juste avant qu'on commence notre débat, je dois dire que j'ai parlé avec beaucoup de luxembourgeois qui savaient qu'on allait se voir bientôt. Et souvent, je m'aperçois que dès qu'on parle religion à Luxembourg, c'est extrêmement passionné. Quelle est déjà peut-être la clé des relations privilégiées entre le Luxembourg et Rome? Tout d'abord, l'Église de Luxembourg est directement sous Rome. Mhm. Donc en Belgique, vous avez par exemple une conférence des évêques belges, et ensemble, ils ont des relations avec Rome. Pour Luxembourg, nous n'avons pas de conférence. Nous n'avons pas de province ecclésiastique non plus. Donc nous sommes directement sous le Saint-Siège, ce qui donne déjà une relation très étroite avec Rome. Et c'est Rome qui a reconnu l'indépendance de l'Église luxembourgeoise, pour ainsi dire, hein, parce qu'auparavant, nous dépendions d'autres diocèses, du temps des Pays-Bas, du diocèse de Namur, du temps français, du diocèse de Metz. Et auparavant, le pays était divisé entre, par exemple, Trèves, Trier, Liège et Metz. Mhm. Et c'est le Saint-Siège qui nous a reconnus comme une entité, comme une église, donc ce qui fait des liens très forts. Mais il y a aussi une proximité, je dirais, entre la politique et le Saint-Siège. Pas dans le sens que le gouvernement luxembourgeois obéisse au Saint-Siège, mais le Saint-Siège est toujours très bien informé. Le Saint-Siège veut que le multilatéralisme joue un rôle en politique. Le Saint-Siège veut que les droits de l'homme soient respectés. Donc, pour tous ces points-là, il y a pas mal de contacts entre le gouvernement, le ministère des Affaires étrangères, et le Saint-Siège. Et on voit d'ailleurs que le ministre aujourd'hui, c'est M. Bettel, auparavant M. Hasselborn, ce ne sont pas des gens du CSV. Donc, ce n'est pas dans le sens d'une obéissance au Saint-Siège, pas du tout, mais des relations respectueuses et fructueuses entre Luxembourg et le Saint-Siège, qui ont été d'ailleurs couronnées par la visite du pape à Luxembourg. C'était au mois d'octobre de l'année dernière. Donc si on vient juste sur la partie temporelle, vous avez évoqué les Français, donc là on parle après l'Ancien Régime, le Concordat en 1805, et j'imagine que ce que vous évoquez par rapport à la Belgique, ça devait être 1839. Oui, nous étions en 1815, quand nous sommes devenus le pays des Pays-Bas. Absolument. Et protestants d'ailleurs, ouais, un dirigeant protestant. Oui, mais avec la Belgique à ce moment encore. Hein, c'était avant la Révolution belge. Donc nous dépendions d'un diocèse de ce royaume des Pays-Bas qui était Namur à l'époque. Et d'ailleurs, à cette époque, on a eu au même moment, en 1815, les troupes prussiennes qui sont venues défendre le pays. Et je crois que c'est là d'ailleurs que le protestantisme s'est un petit peu répandu au Luxembourg à partir de cette période-là. Oui, mais c'était un tout petit pourcentage de protestants à l'époque. C'était pas... il y a quand même des luxembourgeois qui sont protestants, des luxembourgeois de souche. Hein. Donc c'est une religion naturellement que nous respectons. Et
nous sommes en dialogue, nous avons un conseil des églises chrétiennes, nous avons aussi un conseil des cultes de toutes les religions qui existent dans le pays. Et contrairement à ce que les gens pensent, nous nous entendons très bien et nous travaillons ensemble. Bien sûr. Donc 1830, la Révolution en Belgique, et 1839, donc la remodélisation des frontières luxembourgeoises. Et j'imagine que c'est là que la connexion se fait directement avec le Saint-Siège. Oui, parce qu'alors on se sentait mal à l'aise, disons, dans le diocèse de Namur. On voulait avoir un évêque, et alors Rome a établi un vicariat apostolique qui dépendait donc directement de Rome. Parfait. Donc ça, c'est pour la partie cardinale et donc relation avec Rome. Je profite de vous avoir pour aussi peut-être m'aider maintenant, si on regardait purement sur l'archevêché, revoir un peu les relations, l'évolution du catholicisme dans le pays. Donc on commence où? Est-ce qu'on commence avec Willibrord avant la création du pays? Non, la religion, on peut parler par exemple de l'octave, parce que je pense que la dévotion à Notre-Dame, consolatrice des affligés, jouait un rôle important dans la prise de conscience nationale. Donc on va rappeler l'époque, on est 17e siècle je pense? Oui, et même à partir de cela, il y avait toujours des hauts et des bas, comme pour toutes les dévotions. Par exemple, en 1848, quand Luxembourg envoyait des délégués à l'église Saint-Paul à Francfort, qui prônait une solution de la Grande Allemagne avec l'Autriche, l'église des Jésuites, la cathédrale actuelle, hérissait déjà le drapeau luxembourgeois. Donc, je pense que la religion catholique a eu un rôle important dans la création d'une conscience nationale. Nous ne sommes pas les seuls. Bien sûr. Donc, je ne dis pas que c'est nous qui l'avons fait, mais nous avons grandement participé. Très bien. C'était effectivement la même année de la nouvelle constitution luxembourgeoise. Donc, on était vraiment dans la naissance de cette nation qui a donné, donc là, on est sous Guillaume II. Ensuite, on a Guillaume III. On arrive ensuite à Adolphe, puisque Guillaume III n'avait pas d'enfant pour continuer à diriger le pays, en tout cas sur la partie monarchique. Adolphe, donc, Nassau-Weilbourg, prend en 1890 le pays. Et en ce moment-là, on est toujours avec des protestants. Son fils Guillaume IV va avoir 6 filles. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on bascule vers le catholicisme, en tout cas dans la partie monarchique. Oui, parce que le contrat de mariage du grand-duc Guillaume avec l'infante portugaise disait que tous les fils seraient protestants et toutes les filles catholiques. C'est ça. Alors, il n'y avait que 6 filles, donc... Le hasard mathématique a fait le reste. Si on vient maintenant un peu sur la partie de la politique moderne, donc on est en 1918, le parti de la droite commence sa carrière qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont les relations, je pense notamment à cette époque-là, l'Église vient enseigner dans les écoles? Oui, on voulait même un contrôle de l'enseignement, on n'a pas réussi à l'avoir à l'époque. Et c'était, à mon avis, une domination trop forte de l'Église. Les curés étaient très puissants. D'ailleurs, les gens disaient des curés en luxembourgeois, Eisenherr, notre Seigneur. Donc, dans les villages, c'était le Seigneur et l'instituteur qui étaient des intellectuels du village. Souvent, ils étaient opposés, mais pas toujours, parce qu'il y avait aussi toujours un instituteur qui jouait les orgues à l'église. Et encore dans mon enfance, quand il y avait des processions le matin, très tôt, l'école commençait par après. J'étais servant de messe. Pour les funérailles, c'était normal que je puisse quitter l'école. Et disons que cet état des choses n'était pas le meilleur possible parce que c'était une église qui s'imposait et qui s'imposait aussi par force et par puissance. Et ce n'est pas le moyen évangélique de répandre l'enseignement du Christ. Et je pense que beaucoup de gens gardent des blessures de cette époque. Oui, ça s'explique souvent dans les débats que j'ai pu avoir avec des luxembourgeois. Souvent, j'observe une opposition entre les syndicats
et l'Église, qui me paraît un petit peu bizarre, mais parce que originalement je viens de France. Donc, on sent vraiment qu'il y a des relations assez fortes, assez passionnées entre les deux groupes. Ça se passe dans un contexte de très forte immigration. Une première vague avec les Italiens essentiellement dans les années 1890 et un peu au-delà. Et puis après, une énorme vague, notamment portugaise dans les années 60. Là, on parle vraiment de dizaines de milliers. Quel impact est-ce que ça a eu sur l'Église, notamment à Luxembourg? Notre Église est actuellement une Église de toutes les langues. Donc, quand je célèbre la messe à la cathédrale, en général, je fais l'homélie en français et en luxembourgeois. Le luxembourgeois seul ne suffit pas. Et quand nous avons la cathédrale entièrement remplie, il y a un grand pourcentage de non-luxembourgeois qui y sont. Et l'Église est constituée des baptisés. Et un baptisé portugais est égal à un baptisé luxembourgeois. Donc, ils font partie à part entière de l'Église du Christ qui est à Luxembourg. Alors, au niveau de la sécularisation, Statec publie différents chiffres, il y a une très bonne publication dessus. On observe qu'entre 1970 et 2023, les baptêmes ont quasiment été divisés par 2. Je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense que on est passé de 4500 à 2300. Au même moment, la population a doublé, puisqu'on est aujourd'hui à 681 000. On était à l'époque à la moitié, c'était 340 000. Comment vous observez ce mouvement de sécularisation? Tout d'abord, il faut corriger un peu les statistiques, parce qu'il y a par exemple beaucoup de familles portugaises qui ont le baptême au Portugal. Donc ils ne sont pas comptabilisés? Oui. Dans les 680 000 habitants? Dans les baptêmes. D'accord, ah oui, parce que ce ne sont pas des baptêmes qui ont lieu ici. Des baptêmes qui ont lieu ici, parce qu'on a les registres des baptêmes. Tout à fait. Et comme il y a aussi beaucoup de Portugais qui vont au Portugal pour leur mariage. D'accord, donc oui, évidemment, les chiffres donc sont là, il faudrait corriger un peu, il faut regarder les chiffres en ayant en arrière-fond de la tête cette réalité, donc une partie pratique, mais ces sacrements-là sont donnés à l'étranger. Et je pourrais transmettre à Tom Haas, qui est le nouveau directeur de la Statec, effectivement, de rajouter une statistique qui est la population baptisée et non pas la population baptisée ou pas le nombre de baptêmes à Luxembourg. Effectivement, ça donnera une source d'information. Mais naturellement, si on regarde seulement le chiffre des baptisés, cela peut donner une fausse impression parce que le nombre est encore relativement élevé, mais beaucoup de baptisés n'ont pas de foi. Donc, ils sont comptabilisés comme catholiques, mais en fait, ils ne sont pas. Ils ne sont pas pratiquants. Ils ne sont pas pratiquants. Si on regarde les pratiquants, c'est beaucoup, beaucoup moins. Et si on regarde les sympathisants, ou disons les pratiquants qui pratiquent de temps en temps, et là, je pense qu'il faut les considérer comme catholiques, alors c'est un pourcentage de loin inférieur. C'est ça. Alors, on peut regarder d'une autre façon, c'est peut-être le remplissage des églises. On en parlait juste avant l'entretien. On observe d'un côté une sécularisation avec de plus en plus de personnes qui se revendiquent d'aucune religion, mais de l'autre côté, il suffit de regarder aux États-Unis, il suffit de regarder un petit peu partout dans le monde, vous observez aussi de temps en temps un regain de fréquentation, notamment à la cathédrale. Oui. Tout d'abord, quand on regarde seulement les paroisses luxembourgeoises, on s'aperçoit que quelques paroisses n'ont pratiquement plus de vie. Ce sont quelques personnes âgées qui vont à la messe du dimanche. Et c'est clair qu'on peut alors calculer quand est-ce que ce sera terminé. Mais on a des communautés extrêmement vivantes. Communautés anglophones, par exemple. À Luxembourg, ça vibre de vie. Des communautés lusophones, communautés polonaises, communautés croates, etc. Là, on a des églises pleines, mais vraiment pleines. La messe anglaise le dimanche matin est à Bel Air, qui est une grande église. Et bien, si on n'arrive pas 15 minutes avant la messe, on a difficulté à avoir une place. C'est ça, c'est intéressant. Donc, les multiples dimensions de la foi en fonction des cultures. Ça nous amène un peu au sujet de, on le disait, depuis 1979 jusqu'à 2013, le CSV était au pouvoir. Dès que Gambia se retrouve au pouvoir, finalement,
ils actent la séparation de l'Église et de l'État, avec un très grand impact sur votre budget, puisque le chiffre exact, je pense que vous êtes passé d'une dotation de 23 millions à 6 millions plus ou moins. Comment est-ce que vous avez vécu cette séparation? D'abord, est-ce qu'elle était attendue? Elle était attendue, oui. Je pense qu'une séparation de l'Église et de l'État, ce serait aussi fait avec le CSV. D'accord. Mais de manière un peu plus élégante peut-être pour l'Église. Okay. Mais c'est clair, il fallait une telle séparation. Parce que nous vivons dans un État séculier où il y a des citoyens qui ont différentes religions et qui n'ont pas de religion. Et nous sommes complètement d'accord, comme Église catholique, à l'égalité des droits de tous les citoyens. Donc on ne peut pas privilégier l'Église catholique par rapport aux autres communautés religieuses ou par rapport à ceux qui n'ont pas de religion. Là, je suis tout à fait d'accord. Alors, à ce sujet-là, j'ai quand même quelque chose qui, à chaque fois que je vous entends, m'interpelle. C'est que avant notre entretien, j'ai beaucoup lu vos déclarations. Je trouve que vous avez beaucoup de déclarations très progressistes sur les homosexuels, sur le mariage dans l'Église, sur les divorces. Donc, personnellement, je vous trouve assez ouvert d'esprit. Par contre, quand je parle à des luxembourgeois, ils vous décrivent comme étant extrêmement conservateurs. Comment on peut expliquer cet écart? Je suis catholique. Donc, je dis ce qui est la foi de l'Église. Il y a des gens qui n'aiment pas l'entendre. Il y a aussi peut-être des gens qui pensent, quand je dis quelque chose, que je veux imposer cela à l'État, ce qui n'est pas vrai. Ça, donc c'est plutôt le manque de débat contradictoire. J'ai aussi le droit, comme tout citoyen, de dire ce que je pense. Bien sûr, bien sûr. Si on me demande. Et aujourd'hui, il y a parfois, c'est le contraire, que si on a une religion, c'est parfois difficile à Luxembourg. Je rencontre des jeunes qui me racontent qu'il y a des profs qui se moquent d'eux quand ils disent qu'ils vont à la messe. D'accord. C'est pas exactement ce qu'on comprend par la neutralité de l'État par rapport aux religions. Donc on utilise toujours le concept de neutralité si on dit que l'Église a trop d'influence, etc. Mais il y a beaucoup de points où la neutralité de l'État n'est pas vraiment vécue et au détriment des religions. Oui, je pense qu'il y a plusieurs impacts. Et évidemment, toutes les personnes qui ont plus que 60 ans se souviennent de l'enseignement qui était peut-être un peu strict de la religion à l'école. On a la partie opposition souvent syndicats, Église, parce que les syndicats voyaient l'Église comme un associé du pouvoir. Ça, c'est un deuxième point. Il y a évidemment le fait que quand je vous ai interviewé il y a quelques années, vous étiez encore l'homme de presse le plus puissant du pays, puisque vous étiez avec l'archevêché propriétaire du Luxembourg-Wort et du groupe Saint-Paul. Et peut-être que tout ça a créé une relation un peu trop passionnée. Non, il y avait une connivence très forte entre le parti du CSV et de l'Église. Et on ne voyait pas où commençait l'un ou où s'arrêtait l'autre. Et c'est pas bon. C'était pas bon pour le parti et c'est pas bon pour l'Église. Il y avait une certaine puissance de l'Église dans le temps. Mais là, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, ça n'existe plus du tout. Alors, à ce sujet, effectivement, il y a encore ce fantasme. J'en profite de vous avoir. On parle souvent de Lafayette. Lafayette qui est un petit peu, je ne sais pas comment vous l'appelez, l'organe qui gère les finances de l'archevêché. Oui, surtout l'immobilier. Voilà, alors on pense tous au Val, quand on passe devant ce parking, devant l'ancien Luxembourg-Wort, on se dit, là, il y en a pour des dizaines de millions. Donc, il y a un peu ce fantasme d'un Lafayette extrêmement riche. On en est où? Nous ne sommes pas extrêmement riches. L'archevêché, en tant que tel, fait un déficit chaque année. Et un déficit qui devient plus grand parce que chaque année, nous devons assurer plus de salaires. Vous avez combien de salaires à payer, par exemple? Je ne saurais vous le dire exactement, alors je ne dirai rien pour ne pas donner de fausses... On peut aller consulter le bilan. On peut, voilà, c'est publié chaque année. lbr.lu, chacun pourra aller voir. Non, nous publions nos comptes, tout est transparent. Tout à fait. Et nous avons besoin des revenus de Lafayette pour payer les salaires. Et puisque l'État assure encore les salaires de tous ceux qui ont été dans l'ancien système et continue à l'assurer jusqu'à la pension, nous, par contre, payons tous les nouveaux depuis la séparation entre Église et État.
Et naturellement, c'est un nombre qui est en train de grandir. Bien sûr. Hein. Au fur et à mesure que les départs à la Donc, retraite arrivent, il nous faut des finances. Hein. Nous n'avons pas encore de système comme en France où les fidèles paient bon, on devra le penser, hein, parce qu'autrement on n'arrivera pas à la longue. Mais voilà, nous avons besoin de cela pour subvenir maintenant, par exemple, le célèbre fonds des églises a plus ou moins maintenant un budget équilibré, c'est-à-dire un petit déficit seulement qu'on peut gérer, mais dès qu'il y aura une réparation d'une toiture d'une église. Donc ce fonds-là a remplacé, lors de la séparation de l'État et de l'Église, l'ancienne tradition des fabriques d'église qui avait été créée par le Concordat en 1805. Oui. Et plutôt, n'était pas prévu dans le Concordat même, mais par après le Concordat. C'est quelques années plus tard. C'est Napoléon qui l'a fait sans l'accord de l'Église à l'époque. Et c'est clair que ces fabriques ne pouvaient plus fonctionner. Parce qu'il y avait deux choses dans ces fabriques. Tout d'abord, c'était les honorables des villes et du village qui faisaient partie de la fabrique. Cela présupposait que tout le monde était catholique. C'est plus vrai aujourd'hui. Hein. Et puis, le maire faisait partie de la fabrique d'église. Et la commune devait payer le déficit des fabriques d'église. C'est ça. Et alors, vous pouvez vous imaginer qu'il y avait des fabriques d'église très respectueuses qui demandaient aux communes est-ce qu'on pourrait faire une telle réparation, etc., qui entraînerait un déficit. Et si la commune disait non, on ne le faisait pas. Il y en a d'autres qui se disaient bah, on va faire ce qu'on veut, vous devrez payer de toute façon. C'est encore le modèle d'RTL Télévision aujourd'hui au Luxembourg, parce que tout le déficit est payé par l'État à hauteur de 15 millions. Ça, c'est juste anecdotique. Il y a des traditions qui durent. Peut-être un mot sur le conclave. Donc, vous étiez aux premières loges. Votre nom a circulé comme un possible pape. Qu'est-ce que vous avez le droit de dire sur ces quelques semaines à Rome? Mais c'était très intéressant. J'avais le lundi après Pâques, j'avais la messe à la prison. Et donc, comme tout le monde, je remets mon téléphone, etc. Donc, je n'ai pas eu de nouvelles. Et c'est un des gardiens qui m'a dit après la messe que le pape était mort. Alors, le soir même, je suis allé à Rome et j'ai participé aux premières congrégations générales où tous les cardinaux, au fur et à mesure qu'ils arrivent, participent, on discute sur l'état de l'Église, etc. Et là, il y a tous les cardinaux. Donc aussi ceux qui ont plus de 80 ans. Et ceux, les électeurs, alors, jusqu'à l'âge de 80 ans. Et c'était assez intéressant. On voyait différents mouvements, etc. Et je pense que j'ai joué mon rôle. J'étais sûr, avant de partir, que je n'étais pas papable, comme on dit, parce qu'en général, je disais mes opinions de manière assez franche. Et si je voulais être élu, alors j'aurais dû parler de manière plus générale. Oui, il y avait aussi le côté jésuite. On sait que, je pense, vous êtes jésuite comme le précédent pape. Et donc l'idée, c'est que, j'imagine, il y a d'autres qui disent il faut une certaine alternance. Et avec raison. Tout à fait. Parfait. Peut-être un mot sur votre vision de l'évolution des religions dans les années à venir au Luxembourg? Je pense que la sécularisation va progresser, mais les religions auront un renouveau. On est en train de le vivre déjà. On voit un intérêt aussi par beaucoup de jeunes adultes. Et ce sera donc une religiosité choisie. D'accord. On choisit de faire partie d'une religion. C'est un choix réfléchi. C'est plus par appartenance ethnique ou je ne sais pas, familiale. Et voilà, c'est comme au début du christianisme, donc je ne peux pas me plaindre de cela. Je pense qu'on aura un grand travail à faire. Je m'inquiète un peu de l'État, sur la neutralité de l'État en matière de religion. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de jeunes catholiques qui vivent cela de manière très négative. Et
le non-savoir sur les religions devient extrême. Hein? Donc, il y a des notions très larges, savoir qui est Jésus, qui est Marie, etc. C'est plus donné aujourd'hui. Hein. J'ai remarqué que à l'octave, quand les jeunes viennent à la cathédrale avec des écoles catholiques qui ont encore 1 heure d'enseignement religieux, ils ne savent plus que Marie est la mère de Jésus. Hein? Donc et alors je me demande comment est-ce qu'on peut apprécier la littérature, la musique classique, etc. On devient des ignorants par rapport à la culture européenne, si on est complètement ignorant de la culture religieuse. Oui, là, ce que vous dites, ça pourrait s'élargir à beaucoup de choses. À titre personnel, je fais beaucoup d'interviews politiques. Je m'étonne aussi du niveau d'ignorance de la population sur des choses fondamentales, telles que les chiffres clés de notre économie, le fonctionnement de la démocratie, alors que ce sont les mêmes personnes qui vont voter. Donc, sans doute, ça, c'est votre opportunité de continuer en anglais, c'est unlight, illuminer. Moi, je suis parfois, en anglais, on dirait flabbergasted, des commentaires sur RTL. Où je me demande aussi quel intérêt il y a de publier des commentaires qui sèment en général la division, qui parfois sont d'une ignorance crasse. Et je ne parle pas seulement de la religion, hein, non, tout à fait. Mais en général, cela divise, je pense, la société. Et si nous voulons que les démocraties perdurent, il nous faudra des moyens de communication respectueux les uns avec les autres. Il nous faudra un retour à ce que l'on puisse respecter les gens qui ont des opinions différentes de moi. Et si ça n'existe pas, nous mettons notre liberté en danger. Et c'est d'autant plus important dans un pays qui a vu sa population doubler en 54 ans ou 55 ans, et où effectivement c'est très important de trouver cette harmonie, ce vivre ensemble. C'est important au niveau économique, mais c'est évidemment aussi important au niveau social. Et l'Église joue un très grand rôle sur l'intégration. Nous avons des sociétés parallèles quand même. Peut-être un mot pour conclure. Les gens qui ont vu cette vidéo dans cet ordre d'idées vont me demander pourquoi je ne vous ai pas interrogé sur Caritas. Vous m'avez laissé vous poser toutes les questions. Ça, c'est un avis personnel en fait. J'estime que Caritas, c'est une faillite de gouvernance. On le sait, il y a eu des mécanismes de gouvernance qui n'étaient pas en place. Et c'est pour ça que je n'ai pas souhaité aborder ce sujet avec vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps. Et les gens pensent aussi que l'archevêque est tout puissant. Hein, que donc l'archevêque décide de tout, dans tout ce qui est catholique, ce qui est complètement ça nous ramène un point sur l'importance de bien se renseigner et peut-être de redévelopper des débats contradictoires pour justement s'enrichir l'un l'autre avec et se respecter et s'enrichir, parce que si on sort d'un débat et qu'on n'a pas eu de doute sur sa propre position, si on n'a pas vraiment été à l'écoute de l'autre. Je peux vous donner un exemple. Il y a 2 ans, j'avais annoncé que tous les partis politiques étaient les bienvenus dans le studio, sauf l'ADR. J'ai eu beaucoup de commentaires négatifs. J'ai réfléchi, je suis tombé d'accord avec mes contradicteurs. Et l'an dernier, j'ai donc interrogé l'ADR et effectivement, je suis sorti de ce débat contradictoire avec évidemment le sentiment que le dialogue vaut toujours mieux que l'exclusion. Voilà, tout à fait d'accord. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous.